B. L'observation de la conscience de soi dans sa pureté et dans sa relation à la réalité effective extérieure, loi logique et loi psychologique. L'observation de la nature trouve le concept réalisé dans la nature inorganique, trouve des lois dont les moments sont des choses qui se comportent en même temps comme des abstractions. Mais ce concept n'est pas une simplicité réfléchie en soi-même. La vie de la nature organique, en revanche, est uniquement cette simplicité réfléchie en soi-même, l'opposition inhérente à cette vie, en ce qu'elle est l'universel et le singulier, ne se déploie pas comme opposition dans l'essence de cette vie même. L'essence n'est pas le genre qui se disjoindrait et mouvrait dans son élément sans différence et qui, dans son opposition, serait en même temps pour soi-même indifférencié. L'observation ne trouve ce concept libre dont l'universalité a en soi-même, de façon tout aussi absolue, la singularité développée que dans le concept existant comme concept, ou encore dans la conscience de soi, en se retournant maintenant vers et en elle-même, et en visant le concept effectif en tant que concept libre, l'observation rencontre d'abord les lois de la pensée, cette singularité que la pensée est chez elle-même, et le mouvement abstrait, entièrement repris dans sa simplicité, du négatif, et les lois sont à l'extérieur de la réalité. Elles n'ont pas de réalité, ce qui signifie tout simplement qu'elles sont sans vérité. Elles ne sont d'ailleurs pas censées être une vérité totale et entière, mais être au moins, malgré tout, vérité formelle. Simplement, le purement formel sans réalité est la banale chose de penser, ou encore l'abstraction vide dépourvue chez elle de la scission, qui ne serait autre chose que le contenu. Toutefois, de l'autre côté, dès lors qu'elles sont des lois de la pensée pure, mais que celle-ci est l'universel en soi, et donc un savoir qui a chez lui immédiatement l'être, et en celui-ci toute réalité, ces lois sont des concepts absolus, sont indissociablement les essentialités de la forme aussi bien que des choses. Étant donné que l'universalité qui se meut en soi-même est le concept simple, scindé, celui-ci a, de cette manière, un contenu en soi, un contenu qui est toute espèce de contenu, sauf un être sensible. C'est un contenu qui n'est ni en contradiction avec la forme, ni le moins du monde séparé d'elle, mais au contraire est essentiellement celle-ci même, car celle-ci n'est pas autre chose que l'universel se séparant en ses purs moments, mais telle qu'elle, comme forme ou contenu qui est pour l'observation en tant qu'observation, elle reçoit la détermination d'un contenu trouvé, donné, c'est-à-dire qui ne fait qu'être. Ce contenu devient un autre au repos des relations, une foule de nécessités dissociées qui, en tant que contenu fermement établi en soi et pour soi, sont censés avoir une vérité dans leur déterminité. Ils sont ainsi, de fait, soustraites à la forme, mais cette vérité absolue de déterminité fixe de nombreuses lois diverses est en contradiction avec l'unité de la conscience de soi ou de la pensée et de la forme en général. Ce qui est énoncé comme loi établie et durable en soi ne peut être qu'un moment de l'unité qui se réfléchit en soi, ne peut apparaître que comme une grandeur disparaissante. Mais une fois arrachée par l'examen à ce contexte du mouvement et mise une à une en posture singulière, elles ne sont pas en manque de contenu, puisqu'elles ont, au contraire, un contenu déterminé, mais sont bien plutôt dépourvues de la forme qui est leur essence. Et de fait,
Ce n'est pas parce qu'ils sont censés n'être que formels et ne pas avoir de contenu, mais bien plutôt pour la raison contraire, savoir que, dans leur déterminité, ou précisément en tant qu'elles sont un contenu auquel la forme est prise, elles sont censées valoir pour quelque chose d'absolu, que ces lois ne sont pas la vérité de la pensée. Dans leur vérité, en tant que moment disparaissant dans l'unité de la pensée, il faudrait les prendre comme savoir ou comme mouvement pensant et non comme loi du savoir. Mais l'observation n'est pas le savoir proprement dit. Elle ne le connaît pas, mais renverse sa nature en la figure de l'être, c'est-à-dire appréhende sa négativité uniquement comme des lois de cet être. Il suffit ici d'avoir mis en évidence l'invalidité des soi-disant lois de pensée en partant de la nature universelle de la chose. Le développement plus détaillé de ce point relève de la philosophie spéculative, où elles se montrent pour ce qu'elles sont en vérité, savoir, des moments disparaissants singuliers dont seul le tout du mouvement pensant, le savoir proprement dit, est la vérité. Cette unité négative de la pensée est pour soi-même, ou plutôt, elle est l'être pour soi-même, le principe de l'individualité. Et dans sa réalité conscience agissante, c'est pourquoi c'est vers celle-ci, comme réalité de ces lois, que la conscience observante est ensuite amenée par la nature de la chose. Dès lors que cette connexion n'est pas pour elle, la conscience estime que la pensée perdure à ses yeux dans ses lois, d'un côté, et que de l'autre côté, elle obtient un autre être chez ce qui pour elle est maintenant objet, savoir, la conscience agissante qui est de telle manière pour soi qu'elle abolit l'être autre et à son effectivité dans cette contemplation de soi-même comme étant négatif, s'ouvre donc pour l'observation, dans l'effectivité agissante de la conscience, un nouveau champ. La psychologie contient la multitude des lois selon lesquelles l'esprit se comporte de manière différente face aux différents modes de son effectivité. En ce qu'elle est un être autre trouvé tel quel, c'est-à-dire, pour une part, accueille ceux-ci en lui-même et devient conforme aux habitudes, aux mœurs et aux types de pensée tels qu'il les trouve, en tant que ce en quoi l'esprit est à ses propres yeux, en tant qu'effectivité, objet, et pour une autre part, ceci lui-même auto-agissant face à eux, non, tire pour soi avec inclination et passion que du particulier rend conforme à soi la réalité objectable, se rapporte négativement à soi-même, dans le premier cas, en tant que singularité, et dans le second cas, en tant qu'être universel. Sous le premier aspect, l'autonomie donne uniquement à l'élément trouvé tel quel la forme de l'individualité consciente en général, et en reste, pour ce qui concerne le contenu, à l'intérieur de l'effectivité universelle qu'elle a trouvée telle quelle. Sous le second aspect, en revanche, elle donne à celle-ci au moins une modification caractéristique qui ne contredit pas son contenu essentiel, ou encore même une modification par laquelle l'individu en tant qu'effectivité particulière et que contenu caractéristique s'oppose à elle et devient crime, soit en abolissant celle-ci sur un mode uniquement individuel, soit en faisant la chose sur un mode universel, et donc pour tous, en produisant un autre monde, un autre droit, d'autres lois et mœurs, lieux et places de ceux et celles qui existent déjà. La psychologie observante, qui énonce d'abord ses perceptions des modes universels qu'elle remarque chez la conscience en action,
découvre un grand nombre de facultés, d'inclinations et de passions, et dès lors que le souvenir de l'unité de la conscience de soi ne se laisse pas refouler lors du récit énumératif de toute cette collection, il faut bien qu'il continue ainsi jusqu'à s'étonner que dans l'esprit, ainsi qu'en un sac, il puisse coexister une si grande quantité de choses à ce point hétérogènes et contingentes les unes par rapport aux autres, compte tenu en particulier de ce qu'elles ne se montrent pas comme des choses mortes et statiques, mais comme des mouvements sans trêve ni repos. Dans la longue litanie de ces diverses facultés, l'observation est du côté universel, tandis que l'unité de ces multiples capacités est le côté opposé à cette universalité, l'individualité effective. Mais appréhender et décrire à leur tour par le menu les diverses individualités effectives en sorte qu'il apparaisse que tel homme a plus d'inclination pour ceci, tel autre pour cela, que l'un a plus d'entendement que l'autre, est une activité qui présente moins d'intérêt encore que d'énumérer les espèces d'insectes, de mousses, etc. Ceux-ci, en effet, donnent à l'observation le droit de les prendre un à un et sans concept, parce qu'ils ressortissent essentiellement à l'élément de la singularité contingente. En revanche, prendre sans aucun esprit l'individualité consciente comme phénomène singulier qui est, comporte ceci de contradictoire que son essence est universelle de l'esprit. Mais dès lors que son appréhension la fait entrer en même temps dans la formation de l'universalité, il trouve sa loi et semble maintenant viser une fin de raison et s'affairer à une occupation nécessaire. Les moments qui constituent le contenu de la loi sont d'un côté l'individualité proprement dite et de l'autre sa nature inorganique universelle, c'est-à-dire les facteurs et circonstances données, la situation, les coutumes, les mœurs, la religion, etc. C'est à partir d'eux qu'il faut concevoir l'individualité déterminée. Ils contiennent aussi bien du déterminé que de l'universel et sont en même temps une donnée déjà là qui s'offre à l'observation et qui s'exprime de l'autre côté dans la forme de l'individualité. Or, la loi de ce rapport des deux côtés devrait bien contenir le genre d'effets et d'influence que ces circonstances déterminées exercent sur l'individualité. Mais cette individualité, c'est précisément tout aussi bien d'être l'universel et donc de confluer paisiblement et de manière immédiate avec l'universel donné est déjà là. Les mœurs, les coutumes, etc. Et de se conformer à elles que de s'y rapporter antagoniquement et, ou bien plutôt, de les avertir, de même que de se comporter envers ces facteurs dans leur singularité avec une indifférence complète, de ne pas les laisser agir sur soi, de ne pas être actif envers eux. C'est pourquoi ce qui est censé avoir une influence sur l'individualité et le genre d'influence en question, ce qui, à proprement parler, signifie la même chose, ne dépend que de l'individualité elle-même. C'est ce qui fait que la proposition telle individualité est devenue telle individualité déterminée ne signifie rien d'autre que elle a déjà été cela. Circonstances, situations, mœurs, etc., qui d'un côté sont montrées comme données et d'autre part sont montrées dans cette individualité déterminée, n'expriment que l'essence indéterminée de celle-ci, dont nous ne nous occupons pas ici. Si ces circonstances, façons de penser, mœurs, état du monde, etc., n'avaient pas tout simplement été
l'individu ne serait certes pas devenu ce qu'il est, car tous ceux qui se trouvent dans cet état du monde sont cette substance universelle, mais tel que cet état du monde s'est particularisé dans tel individu, et c'est celui-là que nous sommes censés concevoir. Il faudrait qu'il se soit particularisé en soi et pour soi-même, et qu'il ait agi sur un individu dans cette déterminité qu'il se serait donnée. C'est seulement ainsi qu'il aurait fait de celui-ci l'individu déterminé qu'il est. Si l'extérieur s'était constitué en soi et pour soi tel qu'il apparaît chez l'individualité, celle-ci serait alors conçue à partir de lui. Nous aurions alors une double galerie d'images dont l'une serait le reflet de l'autre, l'une étant la galerie de la déterminité et de la délimitation complète des circonstances extérieures, l'autre, cette même galerie transposée dans la modalité qu'ont ces circonstances, dans l'essence consciente, la première étant la surface de la sphère, la seconde étant le point central qui les représente en lui-même. Mais la surface de la sphère, le monde de l'individu, a immédiatement la signification équivoque d'être, ou bien monde des situations étant en soi et pour soi, et monde de l'individu, dans la mesure où celui-ci aurait seulement conflué avec ce monde, l'aurait laissé entrer, en lui tel qu'il est, et ne se serait comporté à son égard que comme conscience formelle, ou alors d'être monde de l'individu de la manière où le donné a été averti par lui, comme, au nom de cette liberté, l'effectivité est capable de cette signification double. Le monde de l'individu ne peut être conçu qu'à partir de celui-ci lui-même, et l'influence sur l'individu de l'effectivité représentée comme étant en soi et pour soi reçoit absolument par lui le sens opposé, selon lequel ou bien l'individu laisse passer chez lui sans faire obstacle tout le flot de l'effectivité qui influe, ou bien l'interrompt et le retourne. Mais ceci fait de la nécessité psychologique un mot si vide de sens qu'il existe une possibilité absolue que cela même, qui est censé avoir eu cette influence, aurait fort bien pu ne pas l'avoir. Disparaît ainsi l'être qui serait en soi et pour soi et qui était censé constituer l'un des côtés, savoir même le côté universel d'une loi. L'individualité est-ce que son monde, en tant qu'il est le sien, est. Elle est elle-même le cercle de son activité, ou elle s'est elle-même représentée comme effectivité, n'est en fin de compte tout bonnement que l'unité de l'être donnée déjà là, et de l'être qui a été fait, unité dont les côtés ne se disjoignent pas, comme dans la représentation de la loi psychologique, en monde déjà donné en soi et en individualité qui est pour soi, ou encore, si l'on veut par exemple considérer chaque côté pour soi, nous ne trouvons aucune nécessité ni loi de leur relation l'un pour l'autre,